Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène littéraire vraiment fascinant. Un phénomène majeur du XXe siècle, la réécriture des mythes antiques, mais pas n'importe comment, comme un véritable acte de résistance. On va plonger ensemble au cœur de la Seconde Guerre mondiale et voir comment des dramaturges ont eu cette idée de génie. Utiliser des récits vieux de plusieurs millénaires pour parler de leur présent, pour dénoncer une situation de crise et surtout pour réussir à déjouer la censure. Alors, voilà la question qui va nous guider, notre problématique. Imaginez un peu le contexte. On est en pleine occupation. La censure est partout, le danger est réel. Et là, des auteurs, des grands noms comme Anouilh, Sartre ou encore Giraudoux, comment est-ce qu'ils peuvent bien faire pour utiliser le théâtre, la scène, pour dénoncer la tyrannie, pour oser questionner le pouvoir, la liberté? Franchement, le défi, il est immense. Eh bien, la solution, elle est aussi audacieuse qu'elle est brillante. Ils vont tout simplement faire parler les héros de la Grèce antique. Oui, en mettant en scène Antigone, Électre, Oreste, ils créent une sorte de distance, une distance critique très intelligente qui va leur permettre, justement, de contourner la censure. Ça leur permet d'aborder les questions qui fâchent, les questions brûlantes de leur époque, mais en passant par le filtre de ces personnages que tout le monde connaît, ces archétypes universels. Bon, alors, entrons un peu plus dans le détail de cette stratégie. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le mythe ici, ce n'est pas du tout une façon de s'évader dans le passé, de fuir la réalité. Au contraire, pour ces auteurs, le mythe devient un miroir qu'ils tendent à leur propre époque et qui reflète, en le déformant à peine, la réalité crue de l'occupation. Cette citation de Veronica Murillo Chinchilla, elle est vraiment parfaite pour ça. Elle parle de radiographie, et le mot est très très bien choisi. Une radiographie, ça permet de voir à travers, de voir le squelette, la structure. Eh bien, l'Antigone d'Anouilh, qui est jouée pour la première fois en 1944, en pleine occupation, c'est exactement ça. La pièce nous laisse voir en transparence toute la structure des tensions de la société française de l'époque, cette société déchirée entre la résistance et la collaboration. Donc voilà, le point vraiment central, le mécanisme à retenir, le mythe agit comme un prisme. Vous voyez l'image? Il prend la lumière un peu aveuglante, la lumière crue de l'actualité, la guerre, l'oppression, et il la décompose. Il la transforme en une histoire qui a l'air lointaine, qui se passe dans la Grèce antique. Et l'avantage, c'est que ça permet de critiquer le pouvoir en place sans jamais le nommer directement. Et au passage, ça transforme la scène de théâtre en un vrai lieu de débat d'idées. Ok, mais attention, pour que ce miroir fonctionne, pour que le public des années 40 se reconnaisse, il fallait bien sûr rendre ces héros antiques un peu plus proches de nous, il fallait les moderniser. C'est là qu'on va aborder des procédés littéraires très précis, des outils d'analyse que l'on doit absolument maîtriser pour le bac. Le premier de ces outils, c'est l'anachronisme. Alors l'anachronisme, c'est quoi? C'est le fait d'intégrer des éléments modernes dans un contexte ancien. L'exemple parfait, c'est chez Anouilh. Les gardes du roi Créon, ils jouent aux cartes, ils boivent un verre, ils parlent un peu comme des fonctionnaires de l'époque. Ces petits détails, l'air de rien, ils créent un pont direct entre la Thèbes de l'Antiquité et le Paris de l'occupation. Du coup, la situation devient tout de suite familière, reconnaissable. Deuxième procédé essentiel, la désacralisation. Ça veut dire qu'on enlève au mythe son côté sacré, lointain, intimidant. Les personnages ne sont plus des demi-dieux écrasés par les caprices de l'Olympe. Non, ce sont des êtres humains, avec leurs doutes, leurs fatigues, leurs petites manies. Anouilh nous décrit son Antigone comme une petite, maigre, noiraude et renfermée. Ce n'est pas une héroïne inaccessible. Et justement, cette humanisation la rend tellement plus proche de nous, et son choix, sa révolte, n'en devient que plus fort, plus percutant. Donc, si on résume, cette modernisation, elle a plusieurs objectifs. D'abord, bien sûr, révéler que le mythe, finalement, il parle de choses universelles qui nous touchent encore aujourd'hui. Ensuite, c'est de faire de la scène de théâtre un vrai forum, un lieu où on débat des grandes idées. Et puis, bien sûr, l'objectif final, c'est de dénoncer des situations bien contemporaines et d'amener chaque spectateur à s'interroger sur des questions essentielles. Le pouvoir, la liberté, le bonheur. Mais attention, il y a un point vraiment essentiel. Moderniser le mythe, ça ne veut pas dire changer la fin. Absolument pas. Malgré les costumes modernes, le langage familier, ces pièces restent fidèles à l'essence du mythe originel. Et cette essence, c'est sa dimension tragique. Et ça, c'est fondamental. Le public qui va voir la pièce en 1944, il sait très bien comment ça se termine. Tout le monde sait qu'Antigone va mourir. Et cette connaissance, ça crée une tension tragique qui est absolument immense. Le suspense, il n'est pas dans le quoi, on sait ce qui va arriver, il est dans le comment. Comment les personnages vont-ils en arriver là? Pourquoi font-ils ces choix qui les mènent tout droit, inéluctablement, à leur perte? La pièce devient une sorte de machine, une mécanique implacable qui se déroule sous nos yeux. Et ce tableau illustre parfaitement un changement, un glissement qui est au cœur de cette réécriture. Dans la tragédie antique, la fatalité, le destin, ça vient d'en haut. C'est imposé par les dieux. C'est une force verticale qui écrase les humains. Mais dans la version moderne, chez Anouilh ou Sartre, la fatalité change de nature. Elle devient humaine, horizontale. Le destin, ce n'est plus la volonté des dieux, c'est la logique implacable du pouvoir, c'est l'absurdité d'un contexte historique, ou tout simplement le poids de nos propres choix.
Maintenant qu'on a vu le mécanisme, intéressons-nous aux personnages, à ces grandes figures qui incarnent la révolte. Antigone, Électre, elles deviennent de véritables porte-paroles. Les porte-paroles d'une conscience individuelle qui dit non, qui refuse de se plier à un ordre qu'elle juge injuste. Ce tableau est très utile pour y voir plus clair, pour synthétiser les enjeux de 3 pièces majeures. Regardez bien les conflits au centre de chaque œuvre. Chez Anouilh, avec Antigone, c'est le choc frontal entre la loi individuelle, la conscience, et la loi de l'État, la raison politique. Chez Giraudoux, dans Électre, c'est l'exigence absolue de vérité face au mensonge organisé par le pouvoir. Et enfin, chez Sartre, dans Les Mouches, c'est la question de la liberté individuelle face à un pouvoir qui cherche à maintenir le peuple dans la culpabilité. On a bien là 3 facettes, 3 visages très différents de ce que peut être la résistance. Arrêtons-nous un instant sur le cas de Sartre, parce qu'il est vraiment à part et qu'il nous plonge au cœur de sa philosophie, l'existentialisme. Dans Les Mouches, oubliez la fatalité. Il n'y en a pas. Le personnage d'Oreste est radicalement, absolument libre. Mais attention, cette liberté, c'est un fardeau. Ça veut dire qu'il est seul responsable de ses actes. S'il tue sa mère et son beau-père, ce n'est pas parce que les dieux l'ont ordonné. C'est son choix, un choix humain, assumé, pour libérer sa ville du poids de la culpabilité. Sartre transforme le mythe en une véritable tragédie de la liberté. Alors, on pourrait croire que ce phénomène s'arrête avec la fin de la guerre. Mais pas du tout. Ce dialogue entre le théâtre et les mythes antiques, il ne s'est jamais arrêté. Il continue encore aujourd'hui. Et ça prouve à quel point ces récits fondateurs ont une vitalité absolument extraordinaire. Et cette frise chronologique, elle est là pour le montrer très clairement. Regardez ce fil ininterrompu. On part de Sophocle, au 5e siècle avant notre ère, on traverse les années 40 avec Anouilh, Giraudoux, Sartre, et on arrive jusqu'au 21e siècle avec un auteur comme Wadji Mouawad. Les mythes sont constamment réactivés, pour nous aider à penser de nouvelles crises. Mouawad, par exemple, il va puiser dans les tragédies grecques pour parler de la guerre du Liban. C'est la preuve que le mythe offre une sorte de grammaire universelle pour raconter le chaos de notre monde. Et pour conclure, pour terminer notre réflexion, tout cela nous amène à une dernière question. Une question pour nous, aujourd'hui. Si on devait faire comme Anouilh ou Sartre, s'il fallait choisir un mythe pour raconter notre époque, nos angoisses, nos espoirs, lequel choisirait-on ? Est-ce que ce serait le mythe d'Icare, qui se brûle les ailes pour parler de la crise écologique, ou peut-être le mythe de Sisyphe, qui pousse éternellement son rocher pour interroger notre rapport au travail ? C'est une question ouverte, bien sûr, mais c'est en se la posant qu'on réalise à quel point ces histoires, ces mythes, sont finalement éternels.